Bonsoir tout le monde, bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir ce soir sur un sujet qui me tient à cœur, la question de l'information dans les zones de conflit. Et c'est vrai qu'on vit dans une ère qui est marquée par les fake news, qui est marquée par la question de l'information, de la désinformation, de la manipulation. On est aussi marqué par une ère où des questions complexes se posent avec, et dont on va parler ce soir, sur les réseaux sociaux. Il y a, pendant le génocide du Rwanda, il y avait une radio qu'on connaissait bien, une radio terrible, qui s'appelait Radio-Télévision des Mille Collines, qu'on surnommait Radio Génocidaire. Mais il y avait un émetteur et qui, effectivement, incitait au génocide. Aujourd'hui, on se trouve dans un monde complètement différent avec les réseaux sociaux, puisque n'importe qui, n'importe quel individu, à travers de Facebook par exemple, peut colporter des messages de haine et peut avoir une audience absolument générale. Donc chacun peut devenir sa propre radio-télévision des Mille Collines. Donc on est dans un monde complètement différent d'il y a seulement 20 ans. Et donc ça demande effectivement réflexion. Et puis ça pose énormément de questions. Quel type de réglementation il faut mettre? Alors par exemple, pour la première fois après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un procès, le procès de Nuremberg, où un idéologue, Julius Reicher, a été condamné à mort pour ses idées et pour avoir créé le journal antisémite Der Stürmer. Et puis il a fallu attendre des décennies pour que d'autres responsables de médias de la haine, en d'autres termes ceux justement des responsables de radio-télévision des Mille Collines, soient eux aussi poursuivis par la justice pénale internationale. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation qui est prévue pour lutter contre les réseaux sociaux quand il y a des appels à la haine qui sont diffusés. Se pose aussi une question, est-ce qu'un appel à la haine forcément veut dire une violence physique? Dans quelle mesure on peut établir des liens de connexité entre violence verbale et violence physique? Et puis si on veut réglementer, est-ce que c'est pas très très dangereux de réglementer? Parce que derrière ça, il y a la question de la liberté d'expression. Donc veut-on museler la liberté d'expression? Peut-être qu'il y a beaucoup d'États qui seraient ravis de museler la liberté d'expression, simplement au nom de lutter contre les appels à la haine. Donc on voit à quel point c'est difficile de mettre le curseur au bon endroit. Comment mettre le curseur? Et qui est responsable? Est-ce que des firmes de la Silicon Valley sont-elles effectivement responsables pour un génocide qui se passe, ou des crimes contre l'humanité qui peuvent se passer au Myanmar, et où des appels à la haine ont été faits sur Facebook? Dans quelle mesure, finalement, Mark Zuckerberg est responsable des appels à la haine sur Facebook qui ont peut-être contribué à des violences physiques sur des Rohingyas? Donc on voit toute la complexité que ça pose, cette relation du conflit, du rôle des médias et du fait que nous sommes tous devenus non seulement consommateurs d'informations, mais que nous sommes tous des producteurs d'informations. Donc on est des prosumers en quelque sorte. Donc par rapport à ça, je voulais réfléchir avec deux amis, avec vous aussi, sur cette équation qui est extraordinairement compliquée, et voir avec Rémi. Alors Rémi a commencé sa carrière journalistique à Sarajevo, alors assiégé en 1992, en 1992, et donc c'était encore un autre monde. Et depuis lors, Rémi, depuis fort longtemps, de 93 à 94, a rejoint Le Monde, et le journal donc, et a sillonné la planète, et plein d'autres conflits, jusqu'à l'Irak, jusqu'à la Syrie, jusqu'à la Libye, la Centrafrique, et bien d'autres endroits. Et j'avais envie de demander à Rémi comment, dans sa pratique de journaliste sur 30 ans finalement, comment lui vit cette transformation du fonctionnement des médias. Qu'est-ce que ça veut dire pour soi en tant que journaliste? Qu'est-ce que ça veut dire dans le rapport au lecteur? Qu'est-ce que ça veut dire dans le rapport à la violence aussi et à la guerre? Et j'avais envie de demander à Jean-Paul. Alors Jean-Paul Marthoz est aussi l'un des auteurs d'un des articles du catalogue qui s'appelle « Les fake news, ça sert à faire la guerre ».
Et donc, Jean-Paul est chroniqueur aujourd'hui au soir. Il est professeur à l'université des médias à l'université de Louvain. Il a été directeur de la communication, directeur européen de la communication de Human Rights Watch, et donc a été pendant aussi de très très longues années journaliste. J'avais envie aussi d'entendre Jean-Paul sur la question, et maintenant, on fait comment par rapport à tous ces défis? Comment on articule une stratégie? Faut-il aller vers des standards? Est-ce que ces standards peuvent être efficaces? Et comment peser le pour et le contre? Dans quelle mesure la liberté d'expression, finalement, ne risque pas d'être muselée alors qu'on veut défendre simplement la vie ou protéger des populations? En fait, voilà un certain nombre de questions qui se posent. J'étais étonné aussi, enfin pas étonné du tout en réalité, de lire notamment certains journaux ces jours, et où un lien explicite est fait entre la commémoration de la Shoah et l'idée effectivement que ça a commencé par un processus de déshumanisation et donc des appels à la haine. Et donc ce lien finalement entre des violences verbales et des violences physiques. Alors est-ce qu'il est toujours aussi clair que ça? Voilà quelques questions que j'avais envie de poser. Et on va commencer, si vous voulez bien, par Rémi. Alors, Rémi, merci. Merci, bonsoir. Alors, je vais vous raconter deux histoires, comme Pierre me l'a demandé, de ces 30 dernières années de reportage de guerre. Mais d'abord, je voudrais vous dire 4-5 mots d'introduction, peut-être pour cadrer un peu le débat. Un mot d'introduction sur l'historique de mon métier enfin, Jean-Paul va plus en parler, mais je voulais juste vous dire un mot parce que j'aime bien cette histoire. C'est que ce métier, qui est né le 14 septembre 1854, donc 165 ans, lorsque mon ancêtre, qui s'appelait William Russell, a débarqué sur une plage de Crimée pour le Times de Londres, n'a, à mon sens, avant de parler des 30 dernières années, parlons des 165 ans, à mon sens, guère évolué. Je vais vous citer un truc que racontait Russell après avoir envoyé son premier reportage de combat. Quelques semaines après son arrivée, il assiste à une charge contre une batterie d'artillerie russe à Balaklava. Il dit « Ce n'était ni l'endroit ni le moment pour de la composition littéraire, mais il était absolument nécessaire que j'écrive, et immédiatement, parce que le courrier allait partir dans quelques heures. J'avais mal à la tête et mon cœur était meurtri, mais il n'y avait pas de remède à ça, et je me mis au travail. Mon bureau était mon genou, mon fauteuil était ma selle, et ma lampe, une bougie de l'intendance plantée dans une bouteille. » Fin de citation. Voilà, alors si on ajoute à ça le fait que les soldats, à l'époque, adorent Russell, mais que l'état-major le déteste, le fait que le commandant du corps expéditionnaire britannique interdit à ses officiers de lui parler, et le fait que ses descriptions de l'impréparation de l'armée et l'épidémie de choléra vont aller jusqu'à provoquer la chute du gouvernement à Londres, on a une description assez juste de ce qu'est ou ce que devrait être un reportage de guerre à n'importe quelle époque. Lorsqu'on évoque l'évolution du métier, donc je voudrais pointer, à mon sens, deux singularités. C'est qu'il est resté étonnamment semblable à ce qu'il était il y a 165 ans. Il s'agit d'aller voir, y aller, voir, comprendre, raconter et transmettre. Et la deuxième chose, c'est que cette profession un peu particulière, même à une époque maintenant où les médias sont dominés par des grands groupes internationaux, est restée l'affaire d'une poignée d'individus. Nous sommes très peu à faire ça. Un mot d'introduction sur ces 3 dernières décennies, juste pour comprendre, ce sont des évidences, et vous savez tout ça, mais juste pour comprendre, parce que pour moi, c'est 2 époques, et ces 3 dernières décennies se divisent quand même un peu en 2 mondes. De 89 à 2001, il y a le monde de l'après-guerre froide, qui est défini par à la fois la puissance américaine et un certain chaos, une redéfinition des repères géopolitiques, par des avancées démocratiques et de forts espoirs de progressisme. On vit dans un monde d'espérance à l'époque, en matière de relations internationales, de droits de l'homme, de justice. Et puis de 2001 à aujourd'hui, 2 décennies marquées d'une part par l'émergence de nouvelles puissances, mais aussi par l'affrontement entre les mouvements du djihad, donc et les États de la planète, Amérique en tête, par le retour de la règle ancestrale de la guerre, la loi du plus fort, et par l'acceptation, à mon sens, toujours croissante, aujourd'hui, que les libertés fondamentales, les droits de l'homme et la justice
ne sont des valeurs ni universelles, ni même prioritaires, en comparaison du souhait de chacun de tuer son ennemi. On peut par exemple estimer, alors je ne fais jamais de pronostic, mais enfin on peut estimer sans trop de risque de se tromper que contrairement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ou au lendemain de la guerre froide, si elle était soumise à un vote aux Nations Unies aujourd'hui, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'est de toute façon pas appliquée, mais ne serait même pas votée. Un mot d'introduction aussi sur les deux grands tournants que moi j'identifie dans mon métier, sur ces 165 ans. Le premier tournant pourrait s'appeler « Montrer la douleur du monde ». C'est que pendant le premier siècle de ce métier, de 1854 à 1968, les reporters ont couvert presque uniquement les combats et les combattants. À partir du Biafra, en 68, c'est aussi le début des French Doctors et du mouvement humanitaire moderne. Ici, évidemment, vous connaissez bien le mouvement humanitaire, enfin, je veux dire plus ancien, du CICR, etc. Mais enfin voilà. Depuis le Biafra, ils montent en priorité, les reporters montrent en priorité les conséquences de la guerre sur les civils. Aujourd'hui, à vrai dire, nous sommes très peu nombreux au sein de la communauté des reporters à tenter de couvrir les deux, les civils et les combattants, et à passer beaucoup de temps sur les lignes de front. Cette évolution qui privilégie la victime aux combattants a beaucoup contribué à changer le regard des sociétés sur la guerre en faveur du pacifisme. Donc c'est sans doute très positif. Mais je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'aide pas à la compréhension des conflits. Parce que comment comprendre une guerre si on ne commence pas par comprendre les gens qui prennent les armes? Et le second tournant, à mon avis, ça s'appelle ce que j'appellerais le tout info. C'était il y a juste 30 ans quand j'ai commencé. Souvent dans le métier, on parle des évolutions techniques, mais je pense que ni la radio, ni la télé, ni Internet n'ont fondamentalement changé ce qu'est le métier de reporter. En revanche, le choix du tout info, sur quelque support que ce soit, est un choix qui privilégie la rapidité sur la qualité, le spectaculaire sur la distance, l'émotion sur l'analyse. Donc c'est un choix certes compréhensible et parfois qui peut donner d'excellents résultats. L'un des premiers médias tout info sur tous les supports, c'est la BBC, et avec de très bons résultats. Mais c'est un choix à manier avec la plus extrême rigueur et qui conduit à parfois de terribles dérives. Enfin, un dernier mot d'introduction sur le journalisme aujourd'hui. Pierre l'a évoqué, c'est une profession controversée, critiquée, parfois très durement, avec des arguments que je partage, parfois légitimes, et puis d'autres outranciers ou très mal intentionnés. Alors il existe une critique venue d'en haut, on va dire, des pouvoirs. Cette critique existe depuis toujours. Mais son renouveau dans nos sociétés va de pair avec la montée en puissance des autoritarismes et des populismes en politique, évidemment dans les pays totalitaires, mais aussi dans les pays démocratiques. Et on assiste dans certains pays aujourd'hui, y compris par la voie légale, à un effort considérable lancé contre la liberté des journalistes. Deuxièmement, il existe une critique d'en bas, enfin, des citoyens, des sociétés. Cette critique également existe depuis toujours. Et je partage le doute permanent qui est toujours de toute façon excellent pour la démocratie. Mais la critique est aujourd'hui exacerbée par la multiplication des sources d'information. Pierre a évoqué Internet et les réseaux sociaux, par le fait que chaque citoyen croit être devenu non seulement son propre rédacteur en chef, mais lui-même reporter et enquêteur. Donc voilà, la multiplication des sources d'information en soi et le fait que le citoyen soit mieux informé, c'est une progression incontestable et évidente. En même temps, le journalisme est un métier, au même titre que boulanger, ébéniste ou chirurgien, et voilà, il faut des compétences, un talent, et cette confiance du citoyen est en train d'être perdue par cette profession. Ces deux critiques d'en haut et d'en bas se rejoignent souvent dans la défense d'un mensonge ou d'un déni, dans la propagation de fausses nouvelles que tu as évoquées, les fake news. En soi, je pense que c'est pas très grave, il y a toujours eu, et il y aura toujours des menteurs et des propagandistes. Ce qui serait grave, en revanche, serait de ne pas continuer coûte que coûte à écrire la vérité. Car alors les fake news ne pourraient plus être identifiées comme étant des fake news, et deviendraient la réalité. Alors je vais vous raconter deux histoires personnelles. La vie du reporter, d'une manière générale, est faite d'échecs. D'entraves au surgissement de la vérité, de refus d'accès à des territoires, d'obstacles tellement nombreux et tellement variés que comprendre et transmettre la réalité d'une guerre en temps réel est extrêmement, extrêmement rare.
Donc je pourrais vous parler pendant des heures et des soirées entières des reportages qui n'ont pas abouti et des enquêtes qui n'ont pas été résolues. Mais je vais essayer d'évoquer 2 exemples positifs, à mon sens. 2 histoires où je pense que le rôle du reporter est plus intéressant, à contribuer en tout cas à la compréhension d'une histoire. La première histoire est le siège de Sarajevo, que tu as évoqué. D'abord, on est dans un pays où on a accès aux 3 camps, puisqu'il y a 3 belligérants, dans le siège de Sarajevo 2. Le reporter, il dépend vraiment de l'accès, quoi. Donc si on lui donne accès, il y va. Enfin, il essaye d'y aller. Donc là, on est dans un cas unique dans l'histoire des sièges, puisqu'un siège n'est pas seulement fait pour prendre une ville, mais aussi pour empêcher toute communication. Et donc l'assiégeant nous laisse entrer. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il fait sans doute une erreur, mais enfin voilà, il nous laisse entrer, donc c'est formidable. Et donc les journalistes vont et viennent dans et hors du siège, et pour ceux qui le décident, peuvent y vivre, ce qui est mon cas pendant toute la durée du siège. Je vous raconte un truc sur ce métier parce que voilà, le soir où j'arrive, il y a un hôtel qui est un des principaux hôtels de Sarajevo, qui est aujourd'hui le meilleur hôtel de Sarajevo, d'ailleurs l'hôtel Europe, qui s'appelait Volopa, qui n'est plus un hôtel, qui est rempli de réfugiés à l'été 92, qui brûle. Il est bombardé avec des bombes incendiaires. Et donc il brûle, et donc il y a 800 réfugiés à peu près à évacuer. C'est le début de soirée, vers 20-21h. Et là, pendant que les secouristes du quartier sont là et sortent essentiellement des vieillards, des enfants, des blessés, enfin des gens qui étaient déjà des réfugiés, donc qui avaient perdu leur maison, qui avaient été bombardés, etc. De l'hôtel, l'assiégeant rebombarde sur les secouristes et les gens qui s'enfuient. Donc déjà, bon, voilà, quand on a 20 ans, on découvre que la guerre c'est moche, mais enfin c'est pas une surprise, on s'y attend. Puis par ailleurs, je découvre ma profession ce soir-là, c'est-à-dire que parce que moi je n'étais pas journaliste, comme ça je partais à l'aventure, donc c'est le premier soir dans la guerre, et donc il y a un journaliste de télévision américaine, et en fait tout le bâtiment était muré parce qu'il était exposé au bombardement. Il fallait sortir par une petite porte de derrière, une petite porte étroite comme ça par un petit couloir, c'était le seul moyen pour sortir 800 personnes d'un immeuble en flammes, donc il fallait aller assez vite, et donc il se met devant cette porte pour enregistrer un stand-up. Il n'y a pas de direct, parce qu'il n'y a pas de ligne satellite à cet endroit-là, mais pour enregistrer ce qu'ils appellent un stand-up, comme ça, et il bloque le passage, quoi. Les gens ne peuvent plus sortir des flammes. Donc on lui dit, mais va-t'en, et il continue, blablabla, blablabla, à enregistrer son truc. Donc, voilà, le premier journaliste que je vois de ma vie, clairement, il met des gens en péril, quoi. Etc. Donc il a fallu qu'on lui tape dessus pour le virer. Et puis ensuite, comme ils ont rebombardé encore, la plupart des secouristes sont allés se protéger, enfin comme tout le monde, etc. Et donc et là j'ai vu 3-4 collègues qui rentraient dans l'immeuble en flammes, que j'ai accompagnés, mais qui allaient sortir les derniers enfants des étages en feu, etc. Donc j'ai découvert un peu le pire et le meilleur de ma profession dès le premier soir. C'était assez intéressant. Dans les premiers jours, je suis allé à l'ouest. Donc c'est un siège qui a été attaqué 3 fois. Il y a eu 3 offensives pour tenter de prendre la ville. C'est une ville qui n'avait pas d'armée, donc il était assez improbable qu'elle résiste. Elle aurait dû tomber, comme la plupart des villes assiégées tombent dans l'histoire des sièges, même s'il y a des grandes histoires de résistance de Constantinople à Leningrad, mais enfin la plupart des villes assiégées tombent statistiquement, et notamment des villes qui n'ont pas d'armée. Donc il était assez improbable qu'elle la résiste. Elle a été attaquée 3 fois, et j'arrive au moment un peu avant cette première offensive, sur un front qui s'appelle Stup, à l'ouest de Sarajevo, bon, c'est une offensive très rude, avec des jeunes gens extrêmement courageux, qui à l'évidence se sacrifient pour sauver la ville. Ils ont une Kalachnikov pour 5, ils se jettent à 25-30 par groupe sur des tanks qui avancent avec des bouteilles de déodorant transformées en sorte de grenades artisanales, comme ça. Donc c'est assez étonnant, enfin c'est plus qu'étonnant, c'est tout à fait spectaculaire d'un point de vue de la disproportion des forces, d'un point de vue du courage, d'un point de vue etc. Donc c'est très marquant. Moi c'est la première bataille, bon ça fait quelques jours que je prends des bombes sur la tête, mais enfin là c'est la première bataille, combat que je couvre.
Et pour revenir à notre sujet, c'est que là je me rends compte qu'il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être 30-40 journalistes en ville à l'époque, et sur ce front on est 3 ou 4, quoi. Et ça je le constaterai ensuite toute ma vie, c'est-à-dire que, et sans, y compris plein de fois où j'ai pas pu, moi j'ai pas réussi à le faire bien ou à y aller, etc. Mais enfin voilà, c'est que les reporters couvrent très peu les combats, les batailles, les combattants, trop peu à mon sens, et que cette scène a été peu racontée. Et pour comprendre cette ville et comprendre qui sont ces gars-là le soir quand ils rentrent chez eux, comprendre même la vie des civils, comprendre les familles, mais aussi comprendre tout simplement pourquoi la ville a tenu 4 ans, il est essentiel de voir ce genre de scènes et de les raconter. Sinon on n'y comprend rien. On peut raconter des bombes toute la journée, et raconter des victimes, et raconter de la souffrance. Il faut le faire, on le fait tous, mais qui aura compris au bout de 4 ans pourquoi Sarajevo a résisté si on n'est pas au front, quoi. Voilà, donc moi je décide de rester. Alors après il y a tout ce débat pour essayer de lier ça à notre sujet entre on me demande souvent est-ce que vous êtes resté objectif, etc. Bon, je crois que c'est pas trop la question. D'abord en Bosnie on pouvait couvrir les deux côtés, donc j'allais voir ces gens tous les jours quasiment, en tout cas 3-4 fois par semaine. Donc voilà, on faisait notre travail, et sur le fait de vivre sur place, je pense que c'est un peu, quand on lit des récits de guerre de nos ancêtres, je pense que c'est toujours pareil aujourd'hui. Il y a le journaliste, vous savez, c'est une sorte de point d'équilibre entre la distance et l'immersion. La distance, il en faut pour analyser, pour rendre compte de chaque camp, pour comprendre les situations. Et l'immersion, il la faut, parce que c'est mieux de parler les langues, c'est mieux de vivre avec les gens, c'est mieux de passer du temps, enfin tout ça sont des évidences. Alors le journaliste, c'est une sorte de point d'équilibre entre les deux qui est ténu et qu'il faut à chaque fois trouver. Et voilà, je trouve que dans les médias aujourd'hui, on a bien retenu la distance, il n'y a pas de problème, on a un peu oublié l'immersion, quoi. Donc sans doute que 99% des journalistes de la planète travaillent dans un bureau, donc font du desk et font du flux sur des sites parfois très intéressants, mais cette immersion, c'est pas seulement avec les combattants et les lignes de front, c'est-à-dire que cette immersion, l'idée de vivre dans la guerre est pas évidente, quoi. Et ça porte préjudice, je pense, à la compréhension des conflits. Alors je voulais soulever un point, c'est le fait de suivre une histoire, oui, pendant des décennies, c'est-à-dire que, et encore une fois, hein, ma vie de reporter, comme celle de tous les reporters, est ponctuée de beaucoup d'échecs. C'est que là, je pense qu'on a fait un bon boulot, parce que d'abord en temps réel, donc on a accès aux choses, donc c'est important, mais ensuite c'est le fait de suivre, quoi, et de consacrer du temps. Donc moi ça fait 30 ans que je travaille sur le sujet du siège de Sarajevo, parce qu'une fois que la guerre s'arrête, il ne faut pas s'arrêter. Et donc après ça prend différentes formes, il y a plein de gens qui en ont fait des... bon, moi j'ai fait un film il y a quelques années, il y a 3-4 ans, mais qui m'a pris des années, mais le fait de jamais lâcher, c'est par exemple, ma grande surprise, c'est de me retrouver au procès de Ratko Mladic, donc le chef des assiégeants. C'était il y a 2 ans le verdict, hein. C'était fin 17 ou fin 18, je sais plus, fin 17 je crois. Et bon, à l'époque, je me souviens très bien pendant le siège où tout le monde ricanait quand cette justice internationale que Pierre connaît bien a été créée. Les criminels de guerre, les victimes, les reporters, les diplomates, enfin tout le monde ricanait, personne n'imaginait que ça allait. D'ailleurs, pendant le conflit, ça n'a eu absolument aucun effet. Ça peut en avoir aujourd'hui sur certains conflits, mais à l'époque, ça n'en a eu aucun. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de suivre l'histoire et de se retrouver un jour au procès à La Haye, au procès du chef des assiégeants. Voilà, et là aussi, dans ce métier de reporter, c'est toujours assez compliqué, notamment parce que, je sais pas, les médias n'y mettent pas les moyens, ou parce que les chefs ne voient pas toujours l'intérêt, etc., d'essayer de suivre l'histoire avec sur tous leurs aspects, quoi. Alors moi j'ai la chance d'être dans un journal qui me permet ça, mais et donc de suivre aussi bien, comme je disais, suivre aussi bien le combattant que le civil, mais suivre aussi le diplomate, la stratégie, et puis après la guerre, suivre l'après-guerre, suivre la justice, pouvoir
aborder d'autres angles, des temporalités différentes, etc., etc. Et la seconde histoire que je voulais évoquer, c'est celle de la chute de Bagdad en 2003, parce que c'est un pays, l'Irak, où on ne travaille pas très bien en général. J'y ai vécu, je le couvre depuis plus de 15 ans, etc. Et en général, franchement, c'est très compliqué, quoi. Récemment, pour la première fois, on a réussi à couvrir bien une bataille, qui était la bataille de Mossoul, la fin du califat de Daesh en Irak. Mais c'était la première fois. Et donc c'est un pays où il est très très difficile de travailler. Donc là, on rentre dans cette deuxième période, moi, de ma vie de reporter, qui est les guerres du djihad, etc. C'est très compliqué. D'abord, les djihadistes ne veulent pas nous voir. On les intéresse pas. Ou alors on devient des proies au même titre que n'importe quel étranger. Pas tellement parce qu'on est journaliste, mais juste parce qu'on est, je sais pas, américain ou britannique ou non musulman ou peu importe. Donc c'est des guerres très compliquées à couvrir, mais néanmoins, bon, parfois il y a des possibilités de le faire plutôt pas trop mal, en général avec l'ennemi des djihadistes. Donc je l'ai fait avec les moudjahidines afghans, je l'ai fait avec des tas de forces en présence dans tous ces pays-là, avec les Américains parfois. Là, la dernière bataille à Mossoul, on a pu bien la couvrir avec les Irakiens, avec les forces spéciales de l'armée irakienne, mais c'est la première fois depuis 15 ans qu'ils nous donnaient l'accès aux lignes de front à des reporters. Enfin, bon, on n'était pas très peu nombreux, hein, mais enfin, voilà. Nous, on a eu l'accès. Alors, la chute de Bagdad, c'est assez intéressant parce que peut-être il y aura des questions, ou peut-être, je ne sais pas si mes camarades l'évoqueront, c'est un épisode emblématique de tout un tas de trucs de manipulation, de propagande, etc. Et en même temps, c'est un des épisodes où... alors, il y a toujours des tentatives de propagande, comme on le disait, ou de manipulation, mais c'est un des épisodes où j'ai pu assister, moi, directement au fait que toutes les accusations de propagande et de manipulation envers les Américains, là, en l'occurrence, n'étaient pas vraies. Alors, les Américains, ils ont tout foiré en Irak, mais ce jour-là, ils n'ont pas essayé de manipuler quoi que ce soit, parce que je l'ai vécu en direct. Donc, la chute de Bagdad est symbolisée par la chute de Saddam Hussein sur une place qui s'appelle Ferdaous, la place du paradis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce qui était la plus grande statue de Saddam dans Bagdad. Bon. Et traîne cette histoire depuis qu'il y a eu tout un plan du Pentagone pour mettre en scène la chute de cette statue, pour qu'elle soit couverte par les médias, etc. Or, la vraie histoire, c'est que moi, donc les reporters à l'époque sont divisés entre ceux qui montent avec les Américains, puis ceux qui sont à Bagdad et qui attendent, enfin qui prennent les bombes sur la tête et qui attendent l'invasion, quoi. Et la chute, puisque personne n'a de doute sur le fait que les Américains vont gagner cette guerre. Donc moi je suis du côté Bagdad, je suis arrivé 3 mois avant la guerre, et j'attends j'ai réussi à rester par divers moyens. Bon là on ne travaille pas, parce qu'on est sous Saddam Hussein, on est surveillé, on est assez stalinien, enfin on fait des petits articles d'information de base, quoi, mais enfin il n'y a pas de liberté de travail. Mais le but c'est d'être là pour la guerre. Et la guerre se déroule, ça dure 3 semaines, donc on prend des bombes sur la tête, c'est pareil, on est très surveillé, on raconte ce qu'on peut raconter. Et il se trouve que dans les colonnes qui montent, j'ai évidemment plein de copains, de camarades qui sont répartis avec des unités, soit ils sont attachés, embarqués, comme on dit, embeddés avec l'unité, soit ils sont simplement seuls, mais ils ont suivi avec leur propre jeep, etc. Puis le commandant, selon son humeur, dit « Ok, tu peux suivre la colonne, même si tu n'es pas officiellement embeddé ». Et il se trouve que l'un de mes meilleurs amis, un photographe qui s'appelle Laurent Van der Stock, se trouve dans une colonne d'un lieutenant-colonel des Marines qui s'appelle Brian McCoy. À l'époque, ça n'a pas grand intérêt. C'est juste que moi, j'ai un téléphone satellite caché dans le toit de ma chambre, parce que c'était interdit par les services de Saddam, et que la nuit, je passe quelques coups de fil comme ça pour avoir un peu l'ambiance de ce qui se passe côté américain. Ah bah là, on s'arrête 3 jours parce qu'il y a une tempête de sable. Là, ils disent qu'on va avancer vite. Je sais pas, c'est juste comme ça pour avoir quelques infos de l'autre côté, mais rien de spécial. Là où ça devient intéressant, c'est que cette colonne va s'avérer être celle de la chute de Bagdad. Donc ça, c'est un coup de bol, mais dans ce métier, il faut de la chance. Et donc, moi, du côté Saddam Hussein, un matin, je vois qu'ils ont arrêté la guerre. Donc, ils ont laissé il y a 2 signes évidents, c'est qu'aux principaux checkpoints, les calages sont abandonnés. Donc, en général, un soldat qui abandonne sa calage, surtout dans un régime aussi stalinien, totalitaire et répressif, c'est que la guerre est finie, quoi. Et puis, deuxièmement, nous, dans le hall de l'hôtel,
les Mourabarak, les agents des services secrets qui se chargeaient de nous surveiller, ont disparu. Et donc j'appelle Laurent et je lui dis, on se voit ce soir. Alors, on boit un verre ce soir à l'hôtel Palestine où les services irakiens avaient regroupé tous les journalistes et qui se trouvaient être sur cette place du paradis où il y avait cette statue. Et donc il me dit, j'en suis rien, il me dit, tiens, je suis à côté de McCoy, il est en train de laver ses chaussettes et d'allumer son premier Havane de la journée. Et donc il demande au colonel, il me dit, il y a mon pote qui me dit que Bagdad est tombé. Et le colonel américain lui dit, c'est pas du tout les infos que j'ai, et tu boiras pas un coup avec ton pote ce soir, parce que moi mes ordres c'est de m'arrêter dans un quartier Karada, un quartier chrétien qui est, je sais pas, 500 mètres avant Ferdaous, et voilà, c'est mes ordres pour la journée, il y a des plans de bataille. Donc je dis, vous faites ça, enfin, voilà, bon, très bien, moi je vous dis juste que Bagdad est tombé, mais vous en faites, enfin, je suis pas chargé, évidemment, du plan de bataille du colonel McCoy. Bon. Et donc la journée commence, il y a des pillages, il y a des trucs, il y a des machins. Les journalistes barricadent un peu dans le Palestine parce qu'ils ont peur, là, pas tellement de la guerre, mais du pillage, de se faire piquer tout leur matériel, leurs poignons et tout ça, et ils savent que les Américains vont arriver dans quelques heures, ou au pire le lendemain, enfin, donc il faut tenir, etc. Il n'y a plus de police irakienne, il n'y a plus rien. Moi je vais me balader. Au bout d'un moment, mon chauffeur me dit, écoute, les rues sont trop désertes, ça craint, les Américains doivent être plus près que ce qu'on croit, etc. Bon, donc très bien, donc il a raison. Donc on abandonne la voiture et lui il reste là. Moi, je continue à pied tout seul et je finis par voir des forces spéciales américaines qui avancent et puis qui passent comme ça, où je continue. Et je finis par tomber sur mon pote photographe, Van der Stock, qui s'arrête à côté de moi dans sa Jeep. On est content de se retrouver, on papote, et 10 minutes plus tard, un Humvee de commandement s'arrête, et c'est ce McCoy. Et donc on fait les présentations, et là il n'est plus du tout dans l'ambiance du matin. Il me dit, ils en sont où les journalistes là, etc. Je dis, ils sont barricadés dans le Palestine, enfin on doit être quelques-uns à se balader, mais il y a des pillages dans toute la ville, il y en a déjà plusieurs qui se sont fait tabasser en ville et qui ont piqué leur matériel, etc. Donc voilà. Et il me dit, j'y vais. Et là, je ne sais pas très bien pourquoi. Est-ce que c'est pour protéger les journalistes? Est-ce qu'il comprend qu'il va être l'homme de la chute de Bagdad s'il passe devant tous les caméras américaines? Peut-être qu'il force un peu sa chance aussi, son destin, etc. Il est censé s'arrêter là où on parle. C'est devant le bâtiment de l'armée de l'air, enfin le mess des officiers de l'armée de l'air à Bagdad. Et puis il décide qu'on va faire 400 mètres de plus. Mais là, il y a une petite fourchette comme ça qui est assez étroite, et il ne sait pas où c'est. Et donc il me dit, c'est à droite ou à gauche? Je dis, c'est à gauche. Je ne peux pas imaginer qu'un colonel américain qui a dans son Humvee des cartes numériques, et voilà, des écrans de contrôle, etc., n'est pas une carte de Bagdad, quoi. Et il me dit, amène-moi. Donc je monte dans la voiture de ce Laurent, on l'amène à l'hôtel Palestine. Donc là, évidemment, les journalistes sont ravis. Il y avait, je sais pas, 150 journalistes dans l'hôtel, de voir les Américains débarquer pour éviter le pillage, et puis de pouvoir couvrir. Bon, voilà. Et donc lui, il monte. Là, il a compris sa chance. Il monte direct dans l'hôtel. Il fait des lives pour CNN, CBS, NBC et tout le monde. Et pendant ce temps-là, il y a une centaine d'Irakiens qui sont contents de la libération. Et qui fêtent ça en s'attaquant à cette statue de Saddam. Et puis il y a un énorme socle avec leurs petits burins, leurs marteaux, ils n'arrivent à rien. Et quand McCoy ressort il a fini toutes ses interviews, il ressort 1 heure après de l'hôtel, il voit qu'il n'y a rien. Et on est avec lui, et il se tourne vers un de ses capitaines, qui s'appelait Louis, et il dit, Capitaine Louis, abattez-moi de cette statue. Alors Louis lui dit, mais colonel, je croyais qu'on n'avait plus le droit d'abattre les statues de Saddam. Alors moi ça je ne le sais pas, mais ils nous raconteront après, parce qu'ils en ont abattu dans les premiers villages à la frontière du Koweït, et puis la population n'a pas bien pris, y compris dans cette zone chiite où ils étaient contents que les Américains viennent dessouder Saddam. Ils disaient non, mais par contre, vous ne touchez pas aux statuts, aux symboles nationaux, c'est à nous de le faire. Vous êtes quand même l'envahisseur. Donc, enfin bon, voilà. Donc ils ont reçu un ordre, on ne détruit plus les statuts de Saddam. Et là, McCoy lui dit, ouais, mais Capitaine Louis, aujourd'hui c'est un jour très spécial. Donc vous allez m'abattre cette statue. Donc Louis s'exécute, il met une grue, il y a un soldat américain qui monte en haut de la grue et qui recouvre la statue d'un drapeau américain. Et là, les gars qui sont en train d'abattre la statue hurlent en disant non, on veut bien que vous dessoudiez Saddam, on veut bien que vous nous aidiez à abattre ces statues, mais pas un drapeau américain sur la tête de notre président, même si on le déteste. Enfin, donc ils enlèvent ce drapeau américain.
ils mettent un drapeau irakien à la place, et puis ils finissent par rabattre cette statue, et puis il y a une petite foule qui fait la fête, voilà, comme... vous savez, évidemment que les Irakiens sont tout à fait mécontents aujourd'hui, mais même quelques jours plus tard, hein, que les Américains aient envahi puis occupé l'Irak. Mais ce jour-là, bon, les gens, ils sont pas mécontents que la dictature tombe quand même, parce que c'était une dictature épouvantable. Et donc, voilà. Donc moi, je vis cette histoire comme ça, etc. Donc je sais que tout ça est très spontané, quoi. McCoy ne savait pas du tout qu'il y avait cette place du paradis avec cette statue. S'il est allé là ce jour-là, c'est parce qu'il y avait l'hôtel Palestine avec les journalistes, mais pas pour qu'ils assistent à une suite de statues, pour lui donner des interviews. Mais s'il y est allé ce jour-là, c'est parce que j'avais parlé avec mon pote Laurent le matin pendant qu'il avait ses chaussettes, parce que sinon il n'aurait jamais su qu'il y avait des journalistes. Donc des fois l'histoire, elle est, voilà, alors qu'on a la chance comme ça parfois de se retrouver au cœur d'un truc. Donc ce McCoy, tout ça n'est absolument pas une manipulation, ni rien du tout. Puis je continue à dire ça pendant des années, que même le drapeau américain, donc c'est un drapeau qui vient des décombres du Patagone, de l'avion du 11 septembre, qui a été amené par l'unité des ruines du Patagone, et qui a été mis là en symbole de revanche contre Al-Qaïda, même si ça n'a rien à voir avec Al-Qaïda, mais enfin bon, c'est ce qu'on leur a dit, etc. En attendant, moi je suis plus très pote avec McCoy parce que j'ai fait une enquête sur tous les crimes de guerre qu'a commis cette unité en montant par ailleurs. Donc ça c'est autre chose, parce que je découvre, alors que ce jour-là on vit une journée assez exceptionnelle, en plus pour un reporter le type est un régal d'officier, c'est-à-dire qu'il parle cash, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas justement de tentative de communication, il dit des trucs, je vous cite j'ai noté 3 phrases, mais il aime la guerre, quoi. Et donc il le dit, ce sera fini lorsque le dernier mec combattant pour Saddam aura des mouches traversant ses globes oculaires. Sherman a dit que la guerre, c'est la cruauté, il n'y a aucune raison de la redéfinir. Plus cruelle elle est, plus vite elle est finie. Vous avez vu pour un journaliste, c'est formidable. Et puis il est même très honnête vis-à-vis de son propre pays, quoi. Il dit les Irakiens n'ont pas à nous apprécier. Aimer n'a rien à voir avec la guerre. Les Ricains, eux, ils veulent toujours être aimés, mais ça ne marche pas toujours ainsi. La guerre, c'est du meurtre et du carnage. Formidable. Donc, et on prévoit d'aller se retrouver l'été en Californie pour passer une semaine à papoter. Génial ce mec. Et, sauf qu'entre-temps, je découvre les photos de tous mes potes. Enfin, il y avait ce Laurent plus 3 autres photographes qui ont fait l'avancée, et je découvre qu'ils ont tué un nombre incalculable de civils, et je comprends que ça a du sens. C'est-à-dire que dans tous les zones où ils ont traversé, parce qu'ensuite, dès les premiers jours, quelques jours plus tard dans Bagdad, ils se conduisent très mal, ces forces américaines. Et donc je comprends que non, c'est pas. D'abord, il faut le raconter, les crimes de guerre et les assassinats et les tueries de civils, mais en plus, ça a un impact sur comment les Irakiens vont percevoir l'ensemble de la situation. Et donc, on décide, avec Laurent, on refait le chemin. En dehors du fait qu'on couvre d'autres actions en même temps, mais ça nous prend des mois. On refait l'enquête de tout le parcours, et donc on sort une enquête sur tout ça nous prend 3 ou 4 mois, je crois, sur tous les crimes de l'unité de McCoy, etc. Donc, bon, voilà. Plus de vacances à Californie. Mais bon, néanmoins, ce 9 avril 2003, on a quand même assisté, du coup, on est les 2 seuls journalistes, enfin, non, Laurent, il venait avec eux, du coup, je suis le seul à avoir fait les 2 côtés, quoi. Et ensemble, on a assisté à, voilà, au fait que, enfin, ça s'est déroulé devant nous, et même on est un peu acteurs, sans vouloir du tout participer à quoi que ce soit, mais enfin, voilà. Et donc on a une connaissance de l'histoire. Et il me reste toujours ce truc, au fur et à mesure des années, je lis tous les articles sur la manipulation des Américains, et ce drapeau, etc. Et 15 ans après le 11 septembre, je dis à mon journal, tiens, ce serait bien que je sorte un peu d'Afghanistan, Irak et tous ces pays, et que j'aille voir l'Amérique. On a plein de correspondants qui font ça très bien, mais que j'aille le voir en relation avec ces guerres, et voir est-ce que ça a changé ce pays, quoi. Ce pays, bon, ils n'ont pas eu la guerre sur leur territoire, en dehors des attentats du 11 septembre, mais quand même, ils ont tellement de gens qui participent à tellement de guerres dans le monde que ça change les sociétés, etc. Donc je suis allé faire un truc, vous voyez, sur les vétérans, leurs familles, les artistes, le système de surveillance, enfin plein d'angles comme ça, sur comment un pays peut changer à cause d'une guerre, même si elle ne se passe pas sur son sol. C'était passionnant, c'était tout ça, tout ça. Et puis, je reprends contact, alors McCoy, je peux pas le voir parce qu'il m'en veut un peu, de l'enquête sur les crimes de guerre, mais je reprends contact avec des gars de son unité, parce que je trouve ça bien, encore une fois, de suivre les fils et de machin et de machin.
Et puis il y en a un qui finit par me mettre sur une piste et il me dit tu devrais aller voir Ting McLaughlin dans le New Hampshire, parce que je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'était son drapeau sur cette statue, le drapeau qui a été mis momentanément sur la statue, et que les Irakiens hurlaient non, 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 pas le drapeau américain, mettez le drapeau irakien à la place. Tout ça. Bon, alors je trouve ce mec, il est avocat à Concord, New Hampshire. Je l'appelle, oui, passez me voir, pas de problème et tout. Il est assez traumatisé par la guerre, il a fait une longue dépression, mais par contre il réussit brillamment comme avocat, etc. Et voilà, il s'est installé là, il gagne bien sa vie, il a une belle maison. Et je lui dis, bon, en dehors du fait que ça m'intéresse toujours de voir tous les gars de votre unité, puisque à cause de l'histoire du 9 avril 2003, mais j'ai quand même une idée derrière la tête, est-ce que c'est vous qui avez ce fichu drapeau? Et il me dit, oui, le drapeau, je sais pas, il doit être là dans la cave quelque part. J'ai dit, mais alors, ce drapeau, c'était un plan du Pentagone de mettre le drapeau sur la statue de Saddam, etc. J'ai dit, parce que, donc moi, je savais déjà que McCoy ne savait pas qu'il y avait cette statue, donc ça pouvait difficilement être un plan. Et lui, il me dit, ah non, mais ce drapeau, il vient même pas des ruines du Pentagone. C'était, effectivement, j'étais moi dans le Pentagone quand il y a eu le 11 septembre, et je savais que j'allais être déployé, et c'est une fille qui me draguait dans Washington, qui a acheté ça dans la rue pour que je l'emmène avec moi en déploiement, en espérant que quand je reviens de la guerre, je l'épouse. Je dis donc le drapeau, il vient même pas du Pentagone. Il me dit pas du tout. C'est 3 jours après les attentats, une fille qui a acheté ça dans la rue. Donc il était dans le fond de mon sac, donc je sais pas comment il s'est retrouvé ce jour-là, j'étais pas loin du capitaine Louis, donc je l'ai donné au mec qui grimpait la grue, là, pour le mettre sur la tête de la statue. Il me dit, mais ce drapeau vient pas du tout des ruines du Pentagone. Bon, enfin, le plus important, c'est que de toute façon, moi, j'ai pas épousé cette fille. Donc, voilà. Donc, voilà. Bon, le reportage de guerre, c'est génial quand ça marche, quoi. C'est rare. C'est rare, mais là, voilà. Et puis, c'est génial quand on peut, passer du temps et 15 ans après, retrouver le fichu drapeau dans une cave du New Hampshire et comprendre, voilà. Donc je vous ai raconté ces histoires. Après, moi, je peux répondre à plein de questions sur le métier, plus que pour ces histoires, mais voilà, pour illustrer que si on veut comprendre les nuances et la complexité du monde, les reportages de guerre ne se font pas du tout en un jour. Ça exige beaucoup de temps, beaucoup de persévérance, beaucoup de moyens. Alors, c'est vrai que tous les médias n'ont pas, que le mien a, enfin. On n'est pas une chaîne américaine non plus, hein, mais enfin, on donne des moyens aux reporters, même si c'est pas ceux de CNN. Surtout, on nous donne du temps. Voilà, voilà, donc c'est un métier où il ne faut jamais lâcher les sujets qu'on trouve majeurs. C'est un métier où il est très agréable de prendre des chemins de traverse, d'aller faire des actualités décalées. Moi, je le fais aussi souvent, d'aller faire surgir des sujets complètement méconnus. Mais il ne faut jamais perdre de vue les sujets majeurs, les sujets principaux, jamais les lâcher. Enfin, je pense que le siège de Sarajevo, le monde du djihad, la guerre d'Irak, la guerre de Syrie maintenant, c'est des sujets vous savez, qui ne sont pas si couverts que ça, qui sont très commentés. Par d'autres formes de journalisme ou par d'autres moyens dans les médias, comme des opinions, des tribunes, des éditos, etc. Mais je vous assure que quand vous êtes sur le terrain, vous ne croisez pas grand monde. Donc ce sont des histoires pas assez couvertes. Alors parfois c'est pas la faute des journalistes, encore une fois, on nous met beaucoup de bâtons dans les roues, il y a beaucoup d'obstacles. Mais des fois, ce sont les médias eux-mêmes, je crois, qui parfois se limitent. Et je voudrais juste dire un mot en conclusion pour rendre hommage à ceux qui nous confient leurs histoires. C'est-à-dire on parle beaucoup ici, nous, des médias et des lecteurs, que nous sommes tous auditeurs, téléspectateurs. Mais dans cette crise de confiance peut-être dans les médias ou de toute façon dans le métier que je pratique, la personne que j'ai d'abord en tête, c'est celle qui me confie son histoire. Parce qu'on est, encore une fois, on parle beaucoup des obstacles, mais on est incroyablement bien accueillis dans les pays en guerre. D'abord, les gens, ils sont comme vous et moi,
tout le monde a envie de raconter à un moment son histoire. Tout le monde a envie de raconter son histoire, un jour ou l'autre. Et sauf qu'ils sont dans le moment le plus important de leur vie. Souvent le plus tragique, mais en tout cas, même si c'est pas tragique, le plus important. L'histoire dont ils vont se souvenir toute leur vie, c'est la guerre. Et ils nous confient des histoires. Parfois, ils le font au péril de leur vie. Mais même si c'est pas au péril de leur vie, même si personne va les exécuter après avoir fait une interview, ils nous confient une histoire et pour eux c'est vraiment très important. Et donc voilà, moi c'est la raison pour laquelle par exemple je continuerai toujours, quoi. C'est-à-dire qu'on peut m'expliquer que mon journal n'a plus de lecteurs, c'est pas grave, d'abord on peut changer de journal. On me dira que écrire des articles c'est mort, peut-être qu'il faudra que j'apprenne à chanter, je sais pas, pour être ménestrel, enfin j'en sais rien. Comment diffuser l'information n'a aucune importance en fait. Je pense que ce qui est important, c'est de continuer à raconter ces histoires. Et bien sûr, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur le journalisme, c'est génial, et l'histoire et la mémoire et tout ce qu'on veut, d'abord par respect pour ces gens-là qui nous les confient. Voilà, merci. Merci beaucoup Rémi. J'aimerais rebondir sur 3 choses avant de donner la parole à Jean-Paul. D'abord, juste mentionner un superbe film que tu as effectivement réalisé et que je n'ai pas mentionné plus tôt, Le Siège. Donc si vous avez l'occasion de le voir, c'est un film superbe. La deuxième chose, c'est que tu as créé une organisation qui s'appelle WARM pour War, Art, Reporting et Memory. Et donc on tombe, dont le siège est à Sarajevo. Donc effectivement cet attachement, cette ville qui effectivement t'a tellement marqué et qui a beaucoup marqué d'entre nous ici aussi. Et alors tu as mentionné la première chose, une des choses que tu as mentionné, c'est la temporalité et c'est le ton long. C'est-à-dire que pour faire un travail sérieux, ça demande du ton long en matière journalistique, en matière de couverture de guerre. La deuxième chose, et qui est un vrai problème aujourd'hui, contrairement à la guerre de Bosnie, c'est la guerre asymétrique, et on peut croire que la guerre en Bosnie peut-être l'était à certains égards aussi. Ah bah oui, carrément. Mais au moins, on avait accès à tous les camps. Aujourd'hui, c'est infiniment, comme tu l'as dit, beaucoup plus compliqué d'avoir la perspective ou la vision des djihadistes. Et puis la troisième chose, c'est quelque chose qui m'a frappé lorsque je couvrais aussi la guerre de Bosnie. Effectivement, tu étais au siège de Sarajevo, et à Sarajevo, il y avait des possibilités de transmission satellitaire. Et donc, la couverture de Sarajevo était internationale. À l'époque, la technologie n'était pas tellement performante. Et en même temps, en 1993, il y a eu aussi le siège de Mostar. Et Mostar qui a vécu une période extraordinairement difficile. Et la rive, la left bank, a été quasiment annihilée. Et en même temps, en tant que journaliste, j'étais très surpris de voir ça, alors que j'avais tellement d'images de Sarajevo et j'avais si peu d'images de Mostar. Aujourd'hui, on serait sans doute, avec la technologie que l'on a, dans des rapports différents face à 2 villes assiégées. Et en changeant la perspective, dire que la technologie change aussi les perceptions et change aussi la lecture du conflit. Dans quelle mesure, c'est pour ça que, pour moi, c'est aussi une source de réflexion sur technologie, perception du conflit. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter et d'être d'accord. Je peux dire 2 choses de précision. Okay. C'est d'abord sur le fait de ne pas couvrir tous les camps. C'est aussi vieux que le reportage de guerre. Hein. Pendant la Première Guerre mondiale, le correspondant français ne couvrait pas les Allemands, et le correspondant allemand ne couvrait pas les Français. Donc, oui, mais il y avait des journalistes des 2 côtés. C'est un désastre pour le journalisme, la Première Guerre mondiale. Donc, il y a eu de la censure, mais il y a eu aussi de la censure, donc l'autocensure. Voilà. Donc, le fait de ne pas couvrir tous les camps, d'abord, c'est presque partout. C'est pas seulement les djihadistes. Donc, la plupart des guerres, on ne couvre pas tous les camps. C'est très rare de pouvoir couvrir tous les camps comme en Bosnie. Et pour prendre un exemple assez simple, même très parlant, parce que juste à côté, 4 ans plus tard, il y a la guerre du Kosovo, dans cette même ex-Yougoslavie, et l'accès nous est quasiment interdit, d'abord par Belgrade, par le gouvernement serbe. Ils autorisent que 3 ou 4 journalistes à rester à Pristina fin mars 1999, et ensuite
ceux comme moi qui se sont infiltrés par les montagnes et qui ont rejoint la guérilla de Lucheka, j'ai été viré par cette même guérilla au bout d'une semaine ou 10 jours. Donc les deux camps, en gros, n'ont pas très envie de journalistes. Et c'est une guerre très mal couverte. Et tout ce qu'on a su, alors par contre, on a très bien enquêté après la guerre, et très vite. Mais c'est une guerre mal couverte, on va dire le Kosovo, dans cette même ex-Yougoslavie où on avait plutôt bien couvert la Bosnie. Donc c'est vraiment très particulier à chaque fois, c'est très spécial. Sur des trucs de technologie, tu sais, Mostar c'est très simple, c'est que c'est des endroits... Sarajevo, il y avait des moyens de transmettre. Enfin, il y a deux choses dans ce que tu dis, il y a à la fois... Et Mostar, il n'y avait pas. Donc Mostar a été couvert, mais il fallait attendre que les journalistes soit rentrent chez eux, soit viennent à Sarajevo pour transmettre. Mais aujourd'hui, quand je vois les bouquins de Wade Goddard ou de Van der Stock, le même d'ailleurs, où ça a été documenté quand même. Donc voilà, simplement, c'est pas documenté en temps réel quand il n'y a pas de possibilité de transmettre l'info. Il y a un journaliste espagnol qui était là-bas, il est resté bloqué 3 mois et il n'avait pas de moyens de transmettre. Donc finalement, il en a fait 2-3 longs papiers en arrivant à Sarajevo au bout de 3 mois de siège de Mostar. Bon, donc ces choses-là peuvent arriver. Je dis ça pour les excuser un peu, et puis c'est pas très grave de pas toujours documenter, je pense, en temps réel, et de documenter avec quelques jours, quelques semaines de retard. Après tout, nos collègues, quand il y avait, je sais pas, à l'époque du télégraphe et qui marchait mal, bon voilà, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que ce soit documenté, quoi. Par contre, tu pointes un truc quand même qui est vrai, qui me semble plus grave encore, c'est les effets de mode, quoi. Et donc, par exemple, c'est vrai que Sarajevo a occulté une partie, notamment les premiers mois, de ce qu'on a appelé la purification ethnique, quoi, la conquête de 70% du pays. Après, je pense que des épisodes comme Mostar ou Srebrenica ont quand même été malgré tout documentés. Mais c'est vrai que les 4 premiers mois, enfin, en gros, on s'est réveillé fin août ou début septembre 92, parce que c'était incroyable, une capitale assiégée. Et pendant 3 mois, tu fais ça à fond, puis au bout de 3 mois, ils ont pris 70% du pays, par ailleurs. Donc, et ça, c'est vrai. Et ça, c'est des trucs c'est un défaut des médias d'aller d'abord vers le plus important, mais aussi vers le plus spectaculaire, et puis par ailleurs, à se suivre les uns les autres. C'est-à-dire que si CNN est à Sarajevo, la BBC ne peut pas aller passer 10 jours à Brčko. Il faut bien qu'ils soient à Sarajevo aussi. C'est-à-dire que voilà, il y a ce truc-là un peu, et ça c'est un des défauts des médias. Donc l'idéal pour les médias, c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire de couvrir l'histoire centrale, et puis d'avoir des reporters à côté qui prennent les chemins de traverse. Jean-Paul. Bon, je pense que Rémi a déjà très bien balisé la thématique de cette soirée. Moi, je vais prendre un autre angle, mais quand même faire un lien avec ce qu'il vient de dire. Moi, il y a une phrase que j'aime assez bien, c'est un baron de la presse londonienne qui l'a prononcée dans les années 20, qui disait que l'information, c'est ce que quelqu'un vous cache, le reste, c'est de la pub. Et je pense que le fait d'être sur un sujet, de chercher ce qui se cache, ce qu'on vous cache, implique justement ce type de journalisme dont parle Rémi, qui est de s'accrocher, de rester longtemps quelque part, de connaître réellement un dossier. Parce que l'un des problèmes les plus récurrents du journalisme de guerre, c'est souvent le fait que c'est un journalisme parachutiste, et on débarque, on reste quelques jours, on repart, par son autre conflit. On arrive souvent, comme le disait un des grands journalistes américains, David Halberstam, du New York Times, on arrive on arrive toujours trop tard et on repart toujours trop tôt. Donc je pense que le journalisme qu'a décrit Rémi, c'est vraiment une forme de journalisme qui permet de comprendre les événements et qui donc, d'une certaine manière, permet de se prémunir contre ce qui est un peu le thème que je vais aborder ce soir, qui est la fausse information, le mensonge. Je pense que quand on est extrêmement bien informé sur un sujet, qu'on connaît exactement quels sont les acteurs d'un conflit, qu'on connaît l'histoire d'une région, qu'on connaît les positions des différents acteurs politiques ou géopolitiques, je pense que ça prémunit contre cette rapidité, ce journalisme du flou qui caractérise une partie du journalisme. Parce que non, ici on parle du journalisme, il y a évidemment diverses manières de faire ce métier. Alors j'aimerais démarrer par... Il y a deux phrases qui m'amusent quand on parle des fake news. J'aime pas ce mot, mais bon, je vais l'utiliser parce que c'est même le titre du chapitre dans le livre, donc je ne vais pas le renier.
Il y a une phrase du sénateur Hiram Johnson que vous connaissez tous en 1917, la vérité, la première victime de la guerre. Et il y a une autre d'un journaliste qui était un peu un de mes gourous, vieux journaliste américain, Izzy Stone, qui travaille pour une publication américaine, mais très célèbre comme journaliste d'investigation. Il disait tous les gouvernements mentent. Il m'avait répété ça quand j'étais tout jeune journaliste. Il m'avait répété sa fameuse phrase prononcée en 65. Tous les journalistes mentent. Et la catastrophe. Pardon ? Tous les gouvernements, tous les journalistes. Pardon, aussi. Excusez-moi, non, tous les gouvernements mentent, mais la catastrophe attend les gouvernements qui fument le même hashish que celui qu'ils distribuent à leur peuple. Et je trouve cette phrase extraordinairement bien dite, bien formulée, et c'est vrai que cette question de l'information versus la vérité est au cœur du métier de journaliste, au cœur de nos sociétés, d'ailleurs face à la guerre. Alors c'est évidemment un sujet qui n'est pas neuf, et on l'a rappelé rapidement. Rémi a évoqué la manière dont, par exemple, la Première Guerre mondiale s'est déroulée. C'était on appelle ça le big lie, le grand mensonge, le bourrage de crâne. Il n'y avait pratiquement aucune possibilité pour la presse française et la presse allemande d'informer, et la presse britannique, d'informer correctement sur ce qui se passait dans les tranchées. Et c'est à cela d'ailleurs qu'on doit, anecdote, la naissance de ce qu'on appelait la presse de tranchée, dont le Canard enchaîné, qui est toujours là et qui est né en résistance à ce bourrage de crâne, à ce mensonge officiel qui était exercé sur l'information en provenance de cette guerre. Et donc, les fausses informations, moi je vais parler un peu aujourd'hui de la manière dont les médias, mais aussi les responsables de l'information dans des organisations qui ont une dimension d'information, comme par exemple Human Rights Watch, pour qui j'ai donc travaillé, moi aussi pour le comité de protection des journalistes, pour qui aussi j'ai travaillé, une organisation assez proche de Human Rights Watch, mais qui travaille sur l'information, sur le journalisme. Eh bien, cette information, ces fake news, c'est non pas le mensonge qui est inévitable, qui peut être le mensonge d'un simple soldat qui, pour se donner un air d'une certaine manière, va exagérer ses exploits. C'est pas ça. Non, le mensonge, le fake news, tel qu'on le conçoit, tel qu'on en parle aujourd'hui, la fake news, c'est réellement un mensonge stratégique, mûrement réfléchi, pour obtenir un but politique, pour déstabiliser, pour créer la confusion, pour gagner des points idéologiques ou politiques, ou même économiques. Donc c'est un outil de la guerre. C'est pour ça que j'ai appelé, j'ai donné ce titre à mon chapitre dans le livre Guerre et Paix. C'était le fake news, ça sert d'abord à faire la guerre. Alors c'est vrai que historiquement, si on inscrit les mensonges dans l'histoire, il est clair que ça fait partie intrinsèque de la guerre. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la guerre civile espagnole, Guernica, par exemple, a été un moment où il y a eu une énorme fake news qui était formulée par les franquistes en disant que c'était des militants syndicalistes, communistes et anarchistes qui avaient fait sauter la ville, qui l'avaient incendiée. S'il n'y avait pas eu 4 journalistes qui étaient à côté de Guernica, 4 journalistes, sur 3 du Commonwealth, c'est un belge qui travaillait pour un journal communiste ce soir, qui se sont rués immédiatement sur Guernica, eh bien, on aurait pu entretenir pendant de très 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 longues décennies, ce qu'a fait d'ailleurs le pouvoir franquiste très longtemps, jusqu'en 1975, on aurait pu entretenir l'idée que Guernica, ah oui, c'était en fait une mise en scène des communistes ou des républicains pour faire en sorte que le monde occidental démocratique se mobilise et vende des armes ou intervienne dans le conflit espagnol. Grâce à ces journalistes-là, eh bien, on a pu démontrer que c'était une fake news. C'est le défi que, justement, le mensonge pose au journalisme, c'est la manière dont les journalistes réagissent par rapport à des informations, parce que le rapport des journalistes au mensonge n'est pas aussi pur qu'on pourrait le penser. Il y a beaucoup de journalistes qui réagissent par rapport à une information qui est mensongère, non pas selon les critères du journalisme, mais selon une forme de connivence, parfois, de conformisme avec le pouvoir. Il est clair que dans un certain nombre de cas où il y a eu des mensonges, eh bien, un certain nombre de journalistes ont accompagné ce mensonge, parce que d'une certaine manière, soit ils n'osaient pas aller contre la parole officielle,
soit parce qu'il craignait qu'aller contre la parole officielle pouvait provoquer, notamment dans le public, des réactions extrêmement hostiles. Et c'est un peu ce qui s'est passé, par exemple, avec la couverture de la montée vers la guerre en Irak en 2003, où un nombre important de la presse américaine, pas toute la presse américaine, il y a une presse américaine qui a extrêmement bien travaillé, mais une partie de la presse américaine, dont le New York Times, par exemple, n'a pas fait son travail en grande partie parce qu'il y avait une crainte d'aller à contre-courant d'une opinion qui avait été profondément choquée par les attentats du 11 septembre, et un certain nombre de médias ont clairement formulé dans leur politique éditoriale qu'il était extrêmement difficile de ne pas accompagner ce patriotisme, cette montée vers la guerre, parce que, d'une certaine manière, on se couperait de l'opinion, de son marché, de ses sources d'information. Et d'ailleurs, un an après, en 2004, le New York Times va d'ailleurs publier, très honnêtement, c'est un hommage qu'on peut lui rendre, a publié une énorme enquête, contre-enquête, réalisée par un journaliste indépendant sur la manière dont il avait couvert la guerre de 2003. Et on voit très bien que les mécanismes de fonctionnement du New York Times ont été pris en défaut et qu'il y avait des biais idéologiques qui se sont introduits dans la manière dont on a géré le mensonge. Donc, le mensonge et la vérité, c'est vraiment une question, c'est un défi pour le journalisme, c'est un défi plus largement pour la démocratie. Parce que les gouvernements démocratiques, je parlerai après évidemment des dictatures qui semblent plus habiles et plus fortes dans l'utilisation du mensonge que les démocraties, mais dans les démocraties, la question du mensonge se pose de manière permanente, et durant par exemple la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une opposition permanente entre certains qui, au sein de l'armée américaine, par exemple, prônaient une censure extrêmement forte, par exemple, et cherchaient à ne pas montrer la réalité de la guerre. Un général, Ben Smith, qui allait être présent jusqu'à la guerre du Vietnam, avait fameusement dit moi, si c'était que moi, je ne dirais rien aux journalistes sur le déroulement de la guerre, et quand la guerre est terminée, je leur dirai qui a gagné. C'est une fameuse phrase lors d'un débat qu'il avait eu avec Eisenhower. Et Eisenhower, par contre, lui estimait que l'information la plus libre et la plus indépendante possible, à l'exclusion des questions qui touchaient à la sécurité des opérations sur le terrain, donc à la sécurité des soldats notamment, secrets qui pouvaient aider l'ennemi, et bien que tout devait être le plus largement travaillé par les journalistes. Il fallait avoir le maximum de liberté possible. On est même arrivé à un point, par exemple, où il y a eu un débat sur les photos qui devaient être utilisées par la presse américaine, aussi bien la presse militaire que la presse civile. Est-ce qu'il fallait montrer les cadavres donc, des soldats allemands, évidemment, ils le faisaient, mais les soldats américains, eh bien, pendant 2 ans environ, il était interdit à la presse américaine de montrer des cadavres de soldats américains, sinon de très très loin, mais en général, c'était quelque chose qui était arrêté par ceux qui avaient le crayon bleu de la censure, blue liners, comme on les appelait, et à un moment, le général Marshall et le général Eisenhower et le président Roosevelt ont estimé qu'il fallait, en fait, inverser la politique. Il fallait montrer, en respectant la dignité, évidemment, des victimes, des soldats morts ou blessés, il fallait montrer que cette guerre était terriblement dure et qu'elle exigeait du peuple américain une solidarité sans faille avec ces soldats, qu'il fallait contribuer à l'effort de guerre. Et là, en 1943, on a montré, on s'est approché d'une plus grande vérité de la réalité de terrain. Cette guerre est extrêmement dure. Il y a eu 500 000 soldats américains qui sont morts durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était pas un cakewalk, comme on dit, une partie de plaisir. Et donc, à ce moment-là, on a choisi de rompre avec cette politique reconnue comme étant une politique de demi-mensonge, sous prétexte qu'il ne fallait pas utiliser auparavant ces photos parce que ça allait créer une chute du moral de la population. Au contraire, après, ils se sont dit non, pour stimuler la population, il faut montrer ces photos dures, de la dureté de cette guerre. Et donc, la question de l'utilisation de l'information se pose aussi aux pays démocratiques. Et rapidement, j'ai signé le cas, évidemment,
de la guerre en Irak, et donc les pays démocratiques ont systématiquement eu recours non seulement au mensonge, à la propagande, à la censure, mais évidemment aujourd'hui quand on parle essentiellement des fake news, on parle à la fois de stratégie d'État, mais aussi d'un phénomène plus sociétal, global. Les stratégies d'État, et c'est évidemment les stratégies qui sont imputées à la Russie, par exemple, et à d'autres régimes autoritaires qui conçoivent la guerre asymétrique comme étant essentiellement fondée sur une politique de désinformation, qui n'est pas seulement une simple politique de mensonge, mais qui remet en cause complètement le système médiatique et, de sa manière, l'architecture médiatique nationale et internationale. Et dans ce cadre-là, évidemment, c'est aborder la question des fake news d'une manière qui est une manière de réflexion sur la stratégie, sur les rapports de force entre les États. À cela s'ajoute évidemment la question beaucoup plus large qu'on a évoquée de la possibilité donnée par les nouvelles technologies de l'information, par les plateformes, par les réseaux sociaux, à toute une série de personnes, un peu à n'importe qui, de pouvoir être à la fois créateur d'information, diffuseur d'information et commentateur d'information, et même d'utiliser cette information comme un élément dans leur propre guerre, que ce soit une guerre à eux, soit une guerre qui s'inscrit dans une stratégie d'État. Alors, moi je veux dire que comme journaliste, et je parle avec beaucoup de journalistes, je travaille avec beaucoup d'organisations qui sont confrontés à cette question de la fausse information, du mensonge, en général, ils ne sont pas particulièrement tracassés par cette profusion de l'information ou par ces mécanismes utilisés notamment, par exemple, par la Russie dans son information ou sa désinformation par rapport aux pays occidentaux, parce qu'ils estiment avoir la capacité de pouvoir y répondre. Que d'une certaine manière, si on prend le conflit, par exemple, en Syrie, où il y a grande difficulté de s'y rendre, presque une impossibilité de se rendre aujourd'hui dans un certain nombre de régions de ce pays, et donc on dépend fortement de tout ce qui nous arrive indirectement par les information doers, comme on dit, les faiseurs d'informations qui peuvent être liés, qui peuvent faire un travail de journalisme, de quasi-journalisme, qui peuvent aussi être liés à des groupes rebelles, qui peuvent être liés à des groupes qu'on appelle des groupes de réinformation, très souvent proches du régime de Damas. Il est relativement, je ne sais pas simple, mais il est relativement faisable pour les médias de ne pas entrer dans une logique de suivisme par rapport à cela. Si au départ, on est bien certain que le but du journalisme, c'est quand même de faire la part des choses, de trier, de filtrer, de valider, et fonder tout ça sur une éthique de la vérité. Évidemment, si on prend un parti dans ce conflit, on n'aura pas le même type de réaction par rapport aux informations, aux vidéos, par rapport à tout ce qui nous arrive de ce territoire éclaté. Et donc la première question à se poser, évidemment, de nouveau, c'est le rapport des journalistes à la vérité, ce que Rémi a aussi abordé. De cela dépend en grande partie la manière dont on est capable de traiter de ces fausses informations, de toute cette désinformation qui circule. Alors, la capacité, elle est là, en grande partie, parce que les médias ont développé un certain nombre de techniques de vérification d'informations. L'agence France-Presse, par exemple, ou l'agence Reuters ont, le Monde aussi, je dirais, toute une série de personnes qui réellement travaillent sur le décodage de l'information, sur la vérification de l'information. Le Monde a même une équipe de décodeurs et toute une série de médias en cela. Donc, si on utilise les critères de prudence, de diversité des sources, d'attente, de se dire on préfère être pas nécessairement le premier sur une info, mais le premier à dire l'info juste, on peut se protéger largement dans les médias des emballements dans lesquels certains médias se sont retrouvés engagés dans des affaires célèbres, par exemple, comme l'affaire de Timisoara. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire de Timisoara. C'est une cause célèbre de journalisme. Moi, j'étais à l'époque dans un journal et j'ai été absolument atterré par la manière dont tout ça s'était passé, parce que
À cette époque-là, on avait un envoyé spécial à Timisoara, et cet envoyé spécial s'obstinait à nous dire « mais je ne vois rien, bon Dieu de bon sang, je ne vois rien », mais on a quand même préféré prendre la dépêche de l'agence France-Presse, nous disait qu'il y avait un charnier à Timisoara. Et quand j'ai posé la question à des responsables de la rédaction, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Il m'a dit dans un lapsus assez significatif, mais Jean-Paul, on ne peut pas être les seuls demain à avoir raison. Il voulait dire avoir tort. En fait, il avait peur d'être dans une situation où tout seul, on aurait eu tort, parce qu'il était persuadé qu'on avait tort. Il était persuadé que son correspondant, sur place, se trompait, était manipulé, ne voyait pas les choses. Non, mais c'est une belle phrase, en tout cas. Et donc, je pense que cette situation-là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un moment où la presse est bien davantage consciente de la nécessité d'avoir une distance extrêmement grande par rapport à l'information officielle et par rapport à tout ce qui pourrait être ce type de désinformation-là. Il y a aussi, évidemment, des techniques qu'on utilise qui permettent de faire en sorte que ce qu'on dénonce très souvent, qui sont les réseaux sociaux, comme étant des éléments qui créent le chaos, la confusion, le doute, en fait, ce sont des armes qui peuvent être utilisées positivement pour avoir de l'information. Tu le signalais tout à l'heure, il est clair qu'aujourd'hui, pour savoir ce qui s'est passé en Birmanie à l'encontre des Rohingyas, eh bien, on avait des satellites, on avait des drones, on avait toute une série de sources d'informations dont on n'aurait jamais pu disposer il y a 20 ans. Donc on est dans une situation, comment je trouve, plus facile aujourd'hui pour s'informer qu'on ne l'était dans les années 80, quand j'étais journaliste par exemple, que je couvrais l'Amérique centrale. On avait extrêmement peu de sources d'informations. Dans le fond, on pouvait très peu vérifier ce que disaient les différents camps en présence. Aujourd'hui, on aurait eu des centaines de vidéos, des dizaines de manières de le faire. Alors, je donne un exemple d'utilisation de la technologie en faveur de la validation de l'information. C'est une association qui a été créée par un ancien gamer, quelqu'un spécialiste des jeux vidéo, qui a créé l'association Bellingcat. Je ne sais pas si vous connaissez cette association, qui a pu, sur un certain nombre de dossiers, utiliser les sources ouvertes, notamment en étant capable de fouiller dans le fatras de tous les réseaux sociaux pour récupérer toute une série de vidéos qui ont permis, par exemple, de recréer le déplacement du missile qui a abattu l'avion de Malaysia Airlines en Ukraine, de son poste à Moscou, jusque dans les zones contrôlées par les forces séparatistes pro-russes. Donc, on a aujourd'hui, je crois, au sein du journalisme, une capacité de répondre assez correctement, pas toujours totalement, mais correctement, à ce défi que pose la désinformation. À la fois grâce aux technologies qu'on retourne à notre avantage, mais aussi parce que je crois que politiquement aujourd'hui, contrairement à ce qui s'était passé en 2003, il y a une plus grande volonté de la part de la presse, et notamment de la presse américaine, dans le contexte évidemment où elle est définie comme l'ennemi du peuple par Trump, d'assumer son autonomie par rapport au pouvoir. On l'a vu récemment, le Washington Post vient de sortir une superbe enquête sur l'Afghanistan, qui est passée inaperçue malheureusement, ça s'appelle les Afghanistan Papers, pas du tout fondée sur des Wikileaks ou sur des fuites, mais sur des documents qu'ils ont obtenus légalement au terme du droit d'accès à l'information, qui démontrent de manière absolument implacable 18 années de mensonges sur la guerre en Afghanistan. C'est un travail, le Washington Post, qui n'est pas un journal subversif, mais c'est aussi une manière de montrer que la presse a un rôle extrêmement important à jouer pour, d'une certaine manière, alimenter ce consentement informé sur lequel est fondée la démocratie. Les citoyens doivent être informés pour donner leur consentement. Et sur un sujet comme l'Afghanistan, 18 ans de guerre et un échec, je veux dire, avec la volonté d'ailleurs du président Trump de s'en sortir. Donc je pense que là, la presse joue un rôle extrêmement important. Ce qui est préoccupant aujourd'hui, par contre, quand on parle de fausses informations et de journalisme, donc ce n'est pas tellement l'incapacité des journalistes à traiter ces fausses informations, c'est le fait que ces informations
validées par les journalistes n'arrivent plus nulle part, ou elles arrivent uniquement aux personnes qui déjà sont prêtes à les recevoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médiasphère et la sphère Internet, les réseaux sociaux, les plateformes sociales ont créé une autre sphère dans laquelle l'information fausse circule pratiquement parallèlement, d'une certaine manière, un petit peu à ce qui se passe au niveau politique, avec la montée des populismes, avec d'une certaine manière l'attaque contre tout ce qui peut être raison. Et je cite une phrase de Hannah Arendt qui disait que quand un peuple est privé de sa capacité de penser et de juger, on peut faire de lui ce qu'on veut. Aujourd'hui, la question des fake news est préoccupante, en partie en raison du moment dans lequel on est. C'est-à-dire que si, par exemple, les fausses informations avaient atteint même le niveau qu'elles ont aujourd'hui, à un moment où, par exemple, à la fin des années 80, ou au début des années 90, on était dans l'illusion, dans l'impression que la société avait atteint son nirvana, son horizon indépassable de l'humanité, la victoire de la démocratie libérale, la chute du mur de Berlin, la disparition de la plupart des régimes dictatoriaux dans pas mal de pays, une évolution qu'on imaginait même peut-être dans certains pays asiatiques comme la Chine. La relation n'est pas la même, la dangerosité n'est pas la même. Aujourd'hui, par contre, les fausses nouvelles sont dangereuses en raison du contexte politique dans lequel on se trouve. Parce qu'elles alimentent cette sensation d'incertitude, de doute, qui fait partie de la crise dans laquelle se trouve la démocratie. Et donc, c'est plutôt ça qui est dangereux. Alors, rapidement, deux choses sur lesquelles j'aimerais insister. Quand on travaille sur les questions de nouvelles technologies, de ce qu'elles peuvent offrir comme capacité à l'information, il y a deux aspects sur lesquels moi j'ai pas mal travaillé, notamment au sein de Human Rights Watch, mais aussi plus largement. C'est, pour revenir à la phrase de David Halberstam, les journalistes arrivent souvent trop tard et repartent trop tôt. Il y a quelque chose quand même qui m'a de nouveau interpellé ces derniers jours, avec la commémoration du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz, c'est qu'on s'est de nouveau interrogé sur qu'est-ce qu'on savait, quand le savait-on. Et c'est vraiment une interrogation extrêmement lourde, à propos de laquelle d'ailleurs on n'a pas de réponse tout à fait précise, parce que la presse a parlé quand même extrêmement tard du processus génocidaire, même si dans un certain nombre de journaux, de radio, il y avait des gens qui mettaient vraiment en garde et qui disaient, étaient certains qu'il se passait un processus d'extermination. C'est vrai que l'interrogation de se poser la question de savoir si on avait pu informer bien davantage et plus vite sur ce qui est en train de se passer, est-ce qu'on aurait pu peut-être prendre des mesures qui, voilà, tout ce débat qui s'est passé ces derniers temps, eh bien c'est un débat qui s'est posé constamment par la suite pour éviter le plus jamais ça. Je prends le génocide au Rwanda par exemple. Le génocide au Rwanda, il y a eu extrêmement peu, à l'exception de quelques journaux, surtout des journaux français, belges, canadiens et suisses, pour des raisons de proximité culturelle d'ailleurs, il y a eu extrêmement peu de papiers qui ont été produits entre 1993 et le début du génocide du 6 avril 1994 dans la presse internationale, alors que aujourd'hui on se pose la question, et si on avait su ce qui est en train de se passer, on aurait peut-être pu convaincre l'ONU, les États-Unis, de prendre les mesures qui au départ n'étaient pas aussi drastiques que lorsque le génocide était en cours, pour éviter que ce génocide ne se développe. À partir de là, alors il y a des tas d'autres exemples qu'on peut donner. Est-ce que nous n'avons pas, nous journalistes, raté des moments extrêmement importants qui auraient permis que l'on connaisse ce qui est en train de se passer et que peut-être les gouvernements prennent des positions qui conduisent à faire quelque chose. Bon, ça s'est posé tout au long de la guerre des Balkans. Enfin, du moins, moi je vivais à Human Rights Watch et je voyais cette pression permanente de dire qu'il faut que l'on sache
parce que si l'on sait, les autorités internationales, la communauté internationale ne va pas rester passive devant ce qui est en train de se passer. Et à partir de là, un certain nombre de personnes ont commencé à réfléchir à ce qu'on appelait la responsabilité de protéger, donc, qui était une déclaration qui a été faite lors du sommet des Nations Unies en 2005. Et à cette responsabilité de protéger correspond une responsabilité d'informer, le devoir des journalistes d'informer sur des choses qui au départ ne semblent pas être tout à fait, qui ne sont pas des événements extrêmement importants, mais toute une série de choses qui se passent qui pourraient nous aider à comprendre que la situation pourrait devenir extrêmement grave et déboucher sur des choses absolument épouvantables. C'est une première chose. Une deuxième, aujourd'hui, si on avait toutes les informations qu'on peut obtenir au travers des médias sociaux, notamment des vidéos, des systèmes de captation par satellite, toutes les technologies qu'on peut utiliser, on peut imaginer qu'on a plus de possibilités aujourd'hui, si on pense que c'est une bonne chose, de faire un journalisme d'alerte, un journalisme prémonitoire ou préventif. La même chose pour la question qui touche à ce qui est le journalisme, j'appelle de post-guerre. Donc il y a les correspondants de guerre, les correspondants de pré-guerre, les correspondants de post-guerre. Je pense que ça touche évidemment à la question de la justice, auquel Pierre est fortement attaché. Je pense que la question du journalisme de guerre aussi, c'est une question de de revenir sur ce qui s'est passé. Et de nouveau aujourd'hui, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies de l'information, mais aussi toute une série d'autres techniques comme les big data, tout ça, permettent de faire des choses extrêmement importantes, comme par exemple la digitalisation, la numérisation, par exemple, des archives, par exemple, du génocide au Rwanda, par exemple, ou autre. On est aujourd'hui, en fait, dans un moment où le choix est le nôtre. C'est-à-dire qu'on a des technologies bien plus développées qu'auparavant. On peut aujourd'hui revenir sur un certain nombre de sujets à propos desquels on n'avait pas eu nécessairement toute la clarté. On peut y revenir et on peut appliquer à ces sujets-là des techniques d'information qu'on n'avait pas nécessairement lorsque les événements se sont déroulés. Je pense par exemple à la situation en Algérie, la fameuse deuxième guerre d'Algérie dans les années 90. Qui tue qui? Cette phrase est devenue un sujet extrêmement dérangeant du débat sur cette guerre. Aujourd'hui, on n'a toujours pas réellement fait un travail d'investigation pour essayer de confirmer ou d'infirmer les accusations qui allaient dans tous les sens sur la réalité de la violence en Algérie. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question des fake news dépasse de loin, finalement, à la fois les mensonges quotidiens de notre cher ami Donald. Il a déjà 12 000, 13 000, je crois, depuis le début de sa présidence, selon le baromètre du Washington Post, le Truth O Meter. Je viens de regarder parce que j'avais oublié de prendre le chiffre. On en est aujourd'hui 16 241. Ah oui, donc j'étais à 13 000. 16 241 mensonges depuis son entrée à la Maison-Blanche. Voilà, c'est extraordinaire. Et donc il y a ça. Et évidemment la question qui est posée, qui se posera, et à propos desquelles d'ailleurs on s'interroge beaucoup sur la manière d'y mettre un terme, c'est la question des politiques de désinformation menées par notamment la Russie à l'encontre d'un certain nombre de pays. Et à cet égard, comme vous le savez, la Commission européenne, le service européen d'action extérieure, donc le ministère européen des Affaires étrangères, a instauré un bureau de lutte contre la désinformation qui vise essentiellement la politique russe. Donc c'est vous montrer qu'on est, je crois, on suit ce sujet-là de manière extrêmement forte, mais je pense personnellement, moi, que le journalisme a les capacités à la fois techniques, professionnelles, a, je crois, pour une bonne partie des grands médias de qualité aujourd'hui, la volonté réellement de ne plus se laisser emporter dans des emballements comme ce fut le cas durant les 2 guerres du Golfe, mais de s'inscrire dans une relation d'autonomie par rapport au pouvoir, et que donc la question principale qui se pose aujourd'hui,
elle se passe en dehors du journalisme, ou elle se passe en dehors, mais en même temps elle pose la question du journalisme. Comment est-ce que la presse, comment est-ce que les journalistes peuvent encore aujourd'hui faire passer une information qu'ils ont mis beaucoup d'efforts à vérifier vers un public qui considère que tout se vaut, que tout le monde ment, et en premier lieu les journalistes. Donc là, je me fais la pirouette pour revenir à les gouvernements mentent tous. Une partie importante de la population pense que les journalistes mentent tout autant. Et c'est peut-être le vrai enjeu de toute cette discussion sur les fausses informations et sur les fake news aujourd'hui. Voilà. Merci.